Leçon 1. Voyage à travers le jour et la nuit 1. Avis de recherche. Avez-vous écouté la radio le 15 octobre? Avez-vous entendu cet avis de recherche? La police recherche Friedrich Wilhelm Olsson, 9 ans. Il a quitté son domicile, 13 rue d'Upland, avant-hier soir. Frédéric est blond, il a les yeux bleus et porte un pantalon marron, un chandail gris et un petit bonnet rouge. Vous pouvez communiquer les renseignements au poste de police le plus proche. Personne ne sait ce qu'il est devenu, à part moi. Car c'est moi, Friedrich Wilhelm Olsson. J'étais le fils adoptif de tante Elsa et d'oncle Octave. J'avais 1 an quand je suis arrivée chez eux. Auparavant, j'étais dans un orphelinat. C'est là que tante Elsa est venue me chercher. Elle voulait une fille, mais il n'y en avait pas et elle m'a pris. Pourtant, tante Elsa et oncle Octave n'aimaient pas les garçons. À leur avis, j'étais trop bruyant, je faisais des saletés, je laissais traîner mes vêtements partout. Je passais la plupart de mon temps chez Steph. Steph avait le droit de rire, de bavarder et de laisser traîner des vêtements. Son père l'aimait quand même. Parfois, le soir dans mon lit, je me demandais « Qui est mon vrai père ?» Tante Elsa disait que ma mère était morte à ma naissance et que mon père devait être un voyou. Mais moi, je savais que mon père n'était pas un voyou. Il y avait une personne très gentille avec moi, Madame Martin, la marchande. Elle me donnait des bonbons et des fruits. Mais qui était réellement Madame Martin? Car c'est chez elle que tout a commencé. À suivre. Leçon 2. Voyage à travers le jour et la nuit 2. La pomme d'or. Ce jour-là, dans la soirée, tante Elsa m'a demandé d'aller à la boulangerie chercher des biscottes. J'ai mis mon bonnet rouge et je suis partie. Madame Martin se tenait sur le pas de sa porte. Elle m'a longuement regardée d'une manière étrange, puis elle m'a demandé « Veux-tu une pomme ?»« Oui, s'il vous plaît. » Et elle m'a donné une belle pomme très appétissante. « Veux-tu poster une lettre pour moi ?»« Oui, je veux bien. » Alors, elle a écrit quelques lignes sur une carte. « Au revoir, Friedrich Wilhelm Olsson » a dit Madame Martin. Ça m'a paru vraiment bizarre. Elle m'appelait toujours Fred. J'ai filé jusqu'à la boîte aux lettres. Je m'apprêtais à y glisser la carte. Je me suis aperçue qu'elle était lumineuse et étincelante. L'écriture tracée par Madame Martin apparaissait en lettres de feu. Je n'ai pu m'empêcher de lire. Ô roi, pays du lointain, celui que tu cherches depuis si longtemps est en route. Il voyage à travers le jour et la nuit, et il porte dans sa main le signe, la pomme dorée. Je n'ai rien compris. Vite, j'ai glissé la carte dans la boîte. Qui donc voyageait à travers le jour
et la nuit. Et qui avait une pomme dorée dans la main? Mon regard s'est alors dirigé vers la pomme que Madame Martin m'avait donnée. La pomme était en or. J'ai failli en pleurer. Je me sentais si seule. Je suis allée m'asseoir sur un banc dans le square, sous un réverbère. Il n'y avait que moi, dehors, dans la nuit. Seule, avec une pomme dorée, je ne savais que faire. À suivre. Leçon 3. Voyage à travers le jour et la nuit 3. Le génie libéré. J'ai posé la pomme sur le banc. Tout près, un réverbère éclairait par terre une bouteille de bière vide, rebouchée avec un bout de bois. Je l'ai ramassée et soudain, j'ai vu quelque chose bouger à l'intérieur. Dans les 1001 nuits que j'ai empruntées un jour à la bibliothèque, on parle d'un esprit enfermé dans une bouteille. Mais ça, c'est passé très loin et il y a très longtemps. En plus, il est assez rare, je pense, de voir des esprits dans les bouteilles de bière. En tout cas, celui-ci avait envie de sortir, ça se voyait bien. Je ne suis pas très habituée aux esprits et j'ai eu presque peur de retirer le bout de bois. Cependant, je l'ai fait et l'esprit a quitté la bouteille. Et il s'est mis à grandir et à dépasser toutes les maisons. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai eu peur. Puis, l'esprit m'a parlé. Petit, tu m'as libéré de ma prison. Fais un vœu, je te récompenserai. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé. Esprit, d'où viens-tu? Il a répondu. Je viens du pays du lointain. J'ai crié. Emmène-moi au pays du lointain. Quelqu'un m'y attend. L'esprit m'a fait non de la tête. Alors, je lui ai présenté la pomme dorée et il a crié. Tu portes le signe dans ta main. Tu es celui que le roi cherche depuis si longtemps. Partons! Il s'est penché et m'a pris dans ses bras. Nous nous sommes élevés dans les airs et j'ai volé sous les étoiles. À suivre. Leçon 4. Voyage à travers le jour et la nuit 4. Le pays du lointain. Nous étions plus haut que les nuages. Nous avancions au milieu des étoiles, des lunes, des soleils. Tantôt il faisait sombre comme la nuit, tantôt la lumière était très blanche et brillante. Je devais fermer les yeux. Il voyage à travers le jour et la nuit. C'est ce qui était écrit sur la carte. Soudain, l'esprit a désigné un point vert, situé au milieu d'une eau bleue. Voici le pays du lointain.
Nous sommes descendus vers cet endroit verdoyant. C'était une île qui flottait sur la mer. Au bord de l'eau se dressait un grand château blanc. Quelqu'un marchait sur la plage. C'était le roi, mon père. Je l'ai reconnu immédiatement. Il m'a tendu les bras et je me suis précipitée vers lui. Nous ne nous sommes rien dit. Je suis simplement restée ainsi, à le serrer de toutes mes forces, mes bras autour de son cou. Son visage ressemblait à celui du père de Steph, mais en plus beau. Je suis ici depuis pas mal de temps à présent. Le roi, mon père, vient tous les soirs dans ma chambre. Nous bavardons. Je grandis et je me porte bien, ici au pays du lointain. J'aime le roi, mon père, et il m'aime aussi. J'essaierai d'avertir Steph de cette histoire extraordinaire. Alors, il pourra peut-être téléphoner au poste de police pour dire Fredrik Willem Olsson se trouve dans le pays du lointain et il se porte vraiment bien. Leçon 1. Moumouna. L'histoire se passe en Afrique. Il n'a pas plu depuis longtemps. Moumouna est une petite fille aveugle. De gros tas de pierres, voilà tout ce qui reste de la rivière. Moumouna marche pieds nus sur les cailloux. Elle marche toujours. Elle avance encore. On dirait que Moumouna ne sent pas le mal aux pieds. Elle s'arrête souvent et se met à genoux. Son visage est tout contre les cailloux de la rivière. Une fois encore, elle se penche. Elle écoute la respiration de la terre. Et loin, là-bas, tout au fond, elle entend l'eau qui court. C'est comme une chanson d'oiseau. Vite, vite, Moumouna commence à creuser un trou. Elle enlève les cailloux et les jette plus loin. Mais c'est trop dur, mais c'est trop long, mais c'est trop difficile. Alors, Moumouna court au village. Devant chaque case, elle crie « L'eau, l'eau, réveillez-vous! Vite, vite, l'eau va revenir !» Les dormeurs se réveillent, les hommes prennent les outils, les femmes prennent les calebasses et tout le monde se met au travail. On creuse, on creuse, on creuse encore dans les cailloux de la rivière. Et tout commence par un petit bruit, comme si l'eau avait le hoquet. Et puis, c'est un éclat de rire. L'eau se met à jaillir, à courir partout dans la rivière. L'eau monte, la rivière se gonfle. Moumouna sent l'eau monter le long de ses jambes. C'est la fête! Tout le village se roule dans l'eau comme si c'était de l'herbe. Tout le village chante en battant des mains. Leçon 2. Quand le monde était monde.
Quand le monde était monde, professeur, commence le grand-père. Mehdi le regarde et sourit. C'est toujours ainsi que commencent les histoires de Am-Amar. Quand le monde était vraiment le monde, nos tribus pouvaient se déplacer. Nous allions là où l'herbe était épaisse et haute. Oui, professeur, nous allions partout. Il y avait des pistes régulières, des points d'eau. Le vieil homme s'interrompt en entendant un piétinement de sabots. C'est le troupeau de chèvres qui part à la recherche d'un peu d'herbe. Regarde ces pauvres bêtes, dit Am-Amar. Depuis toujours, nous vivons d'elles. Nous buvons leur lait. Nous mangeons leur chair. Nous nous servons de leur peau. Alors, si on les condamne à périr, que deviendrons-nous? Mais grand-père, réplique Mehdi, si nos chèvres ne doivent plus aller dans le nord, c'est parce qu'elles y mangent la forêt. Or, nous devons la préserver, car lorsqu'il n'y a plus de forêt, c'est le désert et la famine. Je sais, professeur. C'est ce que tu apprends à l'école. Et tu y deviendras un savant. Tu voudras vivre dans les villes. Tu seras enfermé. Tu seras assis sur une chaise devant un bureau. Mais quand tu reviendras ici, sauras-tu retrouver ton chemin entre les touffes d'alpha et les pierres? Leçon 3. Je reviendrai à Montréal. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux voir ce lac étrange, entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer, se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long désert, des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver. Me marier avec l'hiver.
Leçon 4. La capture du bébé gibbon. De ses grands yeux cerclés de noir, effrayé, le bébé singe me regarde. Il est encore étourdi par sa chute. Il n'est pas blessé, mais sa mère est morte, me dit le chasseur qui traque pour moi les gibbons dans cette partie du Laos. Je ne lui réponds pas. Quand on est comme moi, marchand d'animaux sauvages, on fait attention, mais on ne pense pas trop à la casse. Ce bébé gibbon a un beau pelage gris. Je pourrais le vendre à un bon prix. C'est le soir et la lumière décline rapidement dans la forêt vierge. J'attache le gibbon au pare-choc de la Jeep et je remets du bois dans le feu. Le bébé gibbon se cache sous la voiture. Il n'est pas rassuré. « Allez, viens, on va faire un tour », lui dis-je en le détachant. Nous nous éloignons du feu. Je m'assis au pied d'un arbre et l'installe sur mon ventre. Il commence à se calmer quand je lui offre une banane. Il en mange de petits morceaux tout en me jetant des coups d'œil méfiants. Finalement, repu et épuisé, il tombe de sommeil. Il fait nuit maintenant. Je distingue quelques étoiles à travers les branches. En sentant la chaleur de son petit corps contre le mien, je me demande, pour la première fois, de quel droit je lui ai volé sa maman et sa vie. Leçon 1. Halloween. Les élèves de l'école Boissieu à Montréal, aux élèves de la classe 5e, école Chuvan An à Hanoï. Montréal, le 28 octobre. Chers amis, cette semaine, à l'école, nous préparons la fête de l'Halloween. Hier, nous avons commencé à décorer la classe. Nous avons mis partout des citrouilles de toutes les couleurs. Enfin, pas de vraies citrouilles, mais des citrouilles découpées dans du papier, avec des yeux ronds, le nez troué et la bouche en forme de croissant de lune. Nous avons accroché au plafond des citrouilles rouges de différentes tailles. Elles remuent sans arrêt au bout de leur fil invisible. Nous avons plié et peint du papier pour faire aussi des guirlandes de citrouilles sur les murs et sur les fenêtres. Toutes ces têtes rondes bougent avec les courants d'air. Aujourd'hui, chacun prépare son déguisement. Certains font des masques avec du carton, des ciseaux, de la peinture.
Il y a des extraterrestres bien laids, des sorcières horribles, des clowns tristes, des fantômes blancs. Après-demain, quand nous serons tous déguisés, nous irons sonner à toutes les maisons du quartier. Nous ferons très peur aux gens, ou alors ils feront semblant. Les enfants les plus drôles et les plus effrayants recevront beaucoup de bonbons. Est-ce que vous aussi, vous avez une fête pour les enfants? Que faites-vous dans votre classe pour la préparer? Nous vous embrassons. À bientôt. Les copains. Leçon 2. La mi-carême. À mi-carême, on se déguise, tout à sa guise. On peut, si on a envie, changer de vie. D'autres habits, d'autres atours, chacun son tour. On devient un autre soi-même à mi-carême. Si tu veux, tu seras le roi, en habit de satin broché, chevauchant un blanc palefroid, une lourde épée accrochée à ta ceinture d'or, et moi, je deviendrai la bonne fée, de rayons de lune coiffés et le diamant magique au doigt. Tu seras mon tendre Pierrot, et je serai ta tendre amie, Colombine, au cœur un peu gros, d'avoir un si longtemps dormi. Arlequin, Lubin, Figaro, au clair de la lune qui luit, on peut rencontrer dans la nuit le chaperon rouge ou Zorro. Je suis un lion, tu es un chat, nous sommes des fleurs, des oiseaux, une montgolfière, un pacha, un pin, un chêne ou un roseau. La tourterelle que lâcha Noé quand s'arrêta la pluie. Mi-carême fête aujourd'hui le monde qui s'endimancha. Leçon 3. Conseils pour fabriquer un masque. 1. Quels matériaux employer? Il vaut mieux prendre du carton assez épais, lisse ou ondulé. On en trouve sur les emballages. Il faut en demander dans les magasins. 2. Quelle forme pour le masque? On peut faire un masque entier qui couvre tout le visage. Le masque peut aussi couvrir seulement le haut du visage, surtout les yeux. Le masque doit être assez large, aussi large que le visage, mais il peut prendre différentes formes, en triangle, en ovale, en forme de papillon. 3. Comment s'y prendre? On mesure d'abord la largeur de la tête. Pour placer les yeux, il faut mesurer aussi l'espace entre les deux yeux. Puis, on reportera les mesures sur le carton.
4. Quelle forme pour les yeux et le nez? On découpera le carton à l'emplacement des yeux. On peut donner la forme qu'on veut. En amande, en rond, en rectangle, en losange. À la place du nez, on fait une découpe arrondie. Le masque pourra ainsi reposer sur le nez. 5. Comment faire tenir le masque? Sur les côtés, à la hauteur des yeux, on perce 2 petits trous. On y attache un élastique qui fera tenir le masque sur le visage. On pourra décorer le masque de toutes les couleurs avec de la peinture, des feutres. On peut aussi coller des matériaux divers, des plumes, du tissu, des graines, des feuilles, pour créer des masques originaux. À vos masques. Leçon 4. Un défilé en Louisiane. Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, Hoplouza, une petite fille de Louisiane, a élu puis fêté pendant 4 jours la reine de la patate douce. Ce sont les Indiens qui ont appris aux colons français la culture de la patate douce, qui est vite devenue un plat apprécié. Ainsi, aujourd'hui encore, dans cette ville de Louisiane, quand un garçon veut se montrer avec sa belle, il l'appelle ma patate douce. Cette année, Mademoiselle Marigold, la reine, a présidé le gigantesque défilé donné en son honneur. Les marchands de ballons, de drapeaux et de sandwichs faisaient de bonnes affaires. Joe Powers, le maire, dans sa voiture, une Cadillac noire, ouvrait le défilé, souriant à ses électeurs. Le shérif et ses policiers motocyclistes, sur des motos blanches hérissées de phares tournoyants et d'antennes, ouvraient la voie au cortège. Puis défilaient des cavaliers venus des ranchs, des fermiers sur leurs tracteurs tirant des chars. La patate douce, le riz, le coton, l'orange, la canne à sucre inspiraient les décors. Et encore d'autres cavaliers, coiffés de feutres rouges, des scouts, de gracieuses fillettes noires vêtues d'argent, des sapeurs-pompiers allongés sur le capot des Chevrolets, des motocyclistes acrobates, des guitaristes. Enfin, des majorettes sautillantes fermaient la marche. Bref, toute la Louisiane américaine et française, campagnarde et citadine, a défilé pour la plus grande gloire de la patate douce. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.